Alors, nous avons exposé jusqu'à maintenant l'ensemble de l'espace fonctionnel L de 2AB et nous avons donc vu le formalisme de développabilité d'une fonction quelconque dans cet espace-là en une série de Fourier. Alors, ensuite, on a posé deux questions fondamentales qui sont équivalentes. La première, c'est étant donné une fonction f, sous quelles conditions cette fonction serait-elle développable en une série de Fourier? Et la même question peut se poser autrement, comme suit. Étant donné la série de Fourier, eh bien cette série-là, sous quelles conditions serait-elle convergente? Sous quelles conditions elle va converger, n'est-ce pas? Donc, ce sont les mêmes, c'est-à-dire, sous quelles conditions cette série-là serait-elle égale à quelque chose? Et va-t-elle converger vers la fonction f? Ensuite, sous quelles conditions et même dans quel intervalle serait-elle convergente? Donc toutes ces questions-là, il y a lieu de les régler. Donc avant de régler justement la question de la convergence, il y a lieu tout de suite de vérifier la condition nécessaire de convergence. Le terme général de la série de Fourier est-elle convergent tend-il vers 0? C'est-à-dire les coefficients n et bn tendent-ils vers, est-ce qu'ils vont tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini? Et avant de répondre à cette question-là, on va d'abord donc introduire cette définition-là, qui est celle d'une fonction qui est continue par morceau. On dira qu'une fonction qui est continue par morceau, sur l'intervalle AB, si, bon, soit elle est continue complètement, dans ce cas-là c'est bien, donc on n'a aucun problème. Maintenant, cette fonction-là, si elle admet des points de discontinuité de première espèce, alors on va l'appeler une fonction qui est continue par morceau. On dira qu'elle est continue par morceau. Qu'est-ce que ça veut dire un point de discontinuité par morceau, discontinuité de première espèce? Ça veut dire que on admet que la fonction soit discontinuité au niveau de ce point-là, à condition que la limite à droite et la limite à gauche soient finies. Donc on doit pouvoir voir, toucher carrément les deux limites à droite et à gauche, combien même il y a une discontinuité. D'accord. On n'admet pas qu'il y ait des branches infinies, à droite ou à gauche de notre point. Si il y a des points de discontinuité qui ne sont pas de première espèce, c'est-à-dire des points au niveau desquels vous avez des limites à droite et à gauche qui tendent vers l'infini, alors dans ce cas-là, notre fonction elle n'est pas continue par morceau. Alors, donc, par exemple ici, vous avez donc cette fonction f de A jusqu'à B, et là vous avez le point C, au niveau duquel effectivement il y a discontinuité, sauf que la limite à droite et à gauche, elles sont finies. N'est-ce pas? On peut bel et bien voir à droite, la fonction à la limite à droite et à gauche. Par conséquent, cette fonction, malgré qu'elle n'est pas continue, mais c'est pas grave. C'est une fonction qui est discontinue, qui est continue par morceau. Autrement dit, il y a des continues ici, dans ce morceau, il y a des continues au niveau de ce morceau-là. On dira que notre fonction est continue par morceau et on la note comme ceci. F appartenant pas à C de AB, mais à C étoile de AB. Voilà maintenant l'exemple d'une fonction qui n'est pas continue par morceau. Une fonction qui n'est pas continue par morceau, c'est une fonction qui, au niveau d'un certain point, vous avez la limite à droite ou à gauche qui tend vers l'infini. Comme ceci, par exemple, dans ce scénario, vous avez la fonction g de x qui tend vers l'infini lorsque x tend vers c par valeur supérieure. Ce type de fonction, on ne va pas les accepter. Ce type de fonction, on va l'appeler, cette fonction-là, c'est vrai, elle n'appartient pas à c étoile de A, B. D'accord. Il y a également lieu de noter bien que on exige que le nombre de points de discontinuité à l'intérieur de notre intervalle, il doit être fini. Donc, pour qu'on puisse parler d'une fonction qui est continue par morceau, donc de classe C étoile, il faut que le nombre de points qui sont à l'intérieur de notre intervalle, il faut le nombre de points, il faut qu'elle soit fini. Si le nombre de points à l'intérieur de cet intervalle-là, qui sont, combien même ils sont de première espèce, s'ils sont infinis, alors on ne dira pas qu'elle est continue par morceau. Voilà, donc si vous voulez, ce qu'on appelle les fonctions continues par morceau. Alors maintenant, il y a lieu de remarquer la chose suivante. Jusqu'à maintenant, avant d'introduire cette définition, on parlait de fonctions qui sont au carré intégrable. N'est-ce pas? Donc l'espace fonctionnel dans lequel on travaillait, c'est plutôt l'espace des fonctions qui sont au carré intégrable. Maintenant, on est en train de parler de fonctions qui sont continues par morceau. Il y a lieu de remarquer que là, cette condition est beaucoup plus restrictive, si vous voulez, que l'intégrabilité, que les fonctions qui sont, que le caractère d'intégrabilité, de carré intégrable, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, il existe des fonctions qui sont au carré intégrable, mais qui ne sont pas continues par morceau. Donc, à l'intérieur de l'espace
de fonctions au carré intégrable, il existe une classe des fonctions qui sont continues par morceau. C'est là que l'on va regarder désormais. On verra bien pourquoi tout à l'heure. Alors là, par exemple, je vous donne l'exemple de cette fonction-là, 1 sur la racine quatrième de x, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance 1 sur 4. Bon, comment elle se représente cette fonction-là? Et l'intervalle d'intérêt ici, c'est 0, 1. On va regarder directement l'intervalle 0, 1. Bon, premièrement, ici, en rouge, on représente ici la fonction 1 sur x. Donc, c'est l'hyperbole 1 sur x. Maintenant, si on élève les puissances de x, donc si on prend x carré, x cube, x3, etc., etc., l'hyperbole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc se déplacer de ce côté-là, donc cette branche. Elle va être poussée à droite, et cette branche-là, elle va être poussée vers le bas. Par contre, si on prend une puissance qui est inférieure à 1, c'est-à-dire par exemple 1 sur x, puissance 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur la racine de x, ou alors 1 sur la racine cubique, ou alors 1 sur la racine quatrième de x, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc il va y avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire la branche. De ce côté, elle va être poussée vers la gauche. Par contre, à la gauche, cette branche-là va être poussée vers le haut. Si bien que l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de cette fonction-là, par exemple, eh bien, ça va nous donner quelque chose de fini. En effet, si on la calcule, si on prend le carré de cette fonction-là, ça va nous donner 1 sur x au carré. Si on intègre de 0 à 1, n'est-ce pas, on obtiendra automatiquement quelque chose de fini. On va obtenir 2. C'est un calcul simple à faire. Donc, on obtient 2. Donc, il est clair que cette fonction-là, elle est au carré intégrable. Elle appartient à cet espace-là. Mais question, est-ce qu'elle est continue par morceau? Non. Pourquoi? Parce que 0, c'est un point, c'est une singularité, voilà, c'est un point de discontinuité qui n'est pas de première espèce. En effet, vous avez cette branche qui est infinie. Donc, vous avez ce type de phénomène. N'est-ce pas? Donc, voilà, c'est pour vous dire que là, on est en train, si vous voulez, de détailler un petit peu les choses et d'éviter de considérer toutes les fonctions au carré intégrable. On va s'intéresser désormais à un type particulier de fonction. Mais ça, c'est juste la définition. On verra bien. Il va falloir qu'on justifie ceci. Pourquoi va-t-on considérer les fonctions qui sont continues par morceau? Pourquoi on ne peut pas se contenter carrément des fonctions au carré intégrable? Pourquoi? On ne sait pas encore. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Bien entendu, la réponse va être éclaircie au niveau de ce qui va accepter le lemme de Lebesgue. Voilà, donc le lemme de Lebesgue, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si une fonction f est continue par morceau sur un intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de cette fonction fois cosinus lambda t dt, ou alors fois sinus de lambda t dt, cette intégrale-là, Lebesgue nous dit quoi? Dans certaines références, on note ceci, le lemme de Lebesgue-Riemann. Donc là, on le note, donc dans cela, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette intégrale-là qui va tendre vers 0, si lambda tend vers l'infini. Autrement dit, si on prend une fonction, si on la multiplie fois cosinus de sinus avec une fréquence qui tend vers l'infini, donc si le cosinus de sinus va osciller fortement vers l'infini, alors le résultat d'intégration va donner 0. Donc ça nécessite une bonne démonstration. N'est-ce pas? Mais remarquons juste que ce théorème-là, c'est effectivement ce qui va nous donner la si c'est la condition nécessaire de convergence. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez bien que an et bn se définissent par 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi de la fonction f de t fois cosinus nt, ou alors sinus nt dt. Donc si on fait tendre n vers l'infini, autrement dit n, ça représente lambda. Donc si on prend a égale à moins pi, b égale à pi, lambda égale à n, qui est un entier, dans ce cas-là, si ce lemme-là, si on arrive à démontrer ce lemme-là, alors automatiquement on aura les deux coefficients n et bien qui vont tendre vers 0, autrement dit on aura là Cn, c'est la condition nécessaire de convergence. Donc essayons de démontrer ce lemme-là. Essayons donc de démontrer le lemme de Lebesgue. Alors nous avons donc une fonction qui est une fonction f qui est continue par morceau sur l'intervalle a à b. Ceci dit qu'il y a donc un ensemble de points finis qui sont de continuité de première espèce. En particulier, si on prend un segment alpha, bêta, donc x, i plus 1, nous avons la fonction f qui est continue sur cet intervalle. N'est-ce pas? Donc, la fonction f est continue par morceau sur l'intervalle AB, mais elle est continue sur l'intervalle alpha, bêta, tel que la limite à droite de alpha et à gauche de bêta sont finies. Donc nous avons une fonction, un segment bien fini, bien concret entre alpha et b et bêta. Il en résulte deux propriétés. Il en résulte deux propriétés de la continuité de la fonction f sur l'intervalle alpha-bêta.
deux propriétés que nous avons utilisées tout à l'heure, mais on va les exposer tout de suite. Première propriété, donc, puisque la fonction est continue, alors automatiquement, on peut bel et bien imaginer un certain M, une certaine base, une certaine barre horizontale au-dessus de notre graphe que l'on va noter M. Donc, il existe un certain M supérieur à 0, tel que la valeur absolue f de x est inférieure à ce M, quel que soit x appartenant à alpha, bêta. Ça, c'est la première propriété. Alors, la deuxième propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, étant donné la continuité de la fonction f sur alpha jusqu'à bêta, on peut envisager que pour n'importe quel deux points x', x2' dans l'intervalle alpha bêta, par exemple ces deux-là, alors il est clair que il existe toujours un certain ordre de petitesse, de rapprochement si vous voulez, entre x', x2', en deçà duquel vous avez la différence entre f de x' et f de x2' qui va être inférieure à n'importe quel epsilon positif. Aussi petit soit-il. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que la fonction est continue, entre alpha et bêta, alors si on prend deux points entre alpha et bêta, aussi proche soit-il, étant donné qu'il n'y a pas de discontinuité, la fonction est continue, donc aussi proche soit-il x', x2', f de x', f de x', elle peut être inférieure à n'importe quel epsilon positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discontinuité. D'accord? Donc aussi proche soit x' à x2', la distance entre f de x' et f de x', elle va également se rapprocher de, elle va donc également être inférieure à n'importe quel epsilon positif. Également, donc ça c'est la deuxième propriété que nous allons mettre de côté pour l'instant. Donc les deux propriétés, on va les mettre de côté, tout à l'heure on va les utiliser. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc l'intervalle alpha bêta et on va essayer de démontrer le lemme de Lebesgue. Au lieu de le démontrer donc de A jusqu'à B, donc au lieu de prendre l'intégrale de A jusqu'à B de la fonction f fois cosinus et sinus, on va prendre uniquement l'intégrale de alpha jusqu'à bêta. Si on arrive à le démontrer sur alpha et bêta, donc le même raisonnement va se prolonger sur le reste des sous-intervalles. Donc nous avons alpha et bêta. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a la fonction f qui est continue. Alors on va mettre ici une partition de cet intervalle-là, donc x0, xi0, xi1, etc. jusqu'à xi1-1, xi1. Donc, tel que le nombre de points de cette partition-là est fini. Donc on va prendre un m qui est fini. Au milieu, par exemple, vous avez donc xik et xik plus 1. Les images de ces deux points-là, ça va être f de xik et f de xik plus 1. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la quantité, l'intégrale de alpha jusqu'à bêta de f de x cosinus lambda x dx. Il s'agit de démontrer que cette quantité-là tend vers 0 lorsque lambda tend vers l'infini. Donc on va commencer en prenant cette intégrale-là avec la valeur absolue. Elle est égale à quoi? Bon, en exploitant cette partition-là, il est clair que l'intégrale de alpha jusqu'à bêta est égale à l'intégrale de ce point jusqu'à ce point, plus de ce point jusqu'à ce point, etc. etc. Donc c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à 1 moins 1 de cette intégrale, n'est-ce pas? Donc de xik jusqu'à xik plus 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre f de x, on va ajouter et on va soustraire le terme f de x, f de xik. D'accord? Donc on va prendre f de x, on va mettre f de x moins f de xik plus f de x, f de xik. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la fonction qui est ici, on va soustraire et diviser, et on va soustraire et ajouter la valeur f de xi k. N'est-ce pas? Et on va tout mettre, bien entendu, toujours à l'intérieur de la valeur absolue. Remarquons que pour le deuxième terme de la somme, f de xi k ne dépend pas de x. N'est-ce pas? Puisque f de xi k ne dépend pas de x, donc on peut le faire sortir de l'intégrale. Voilà. Maintenant, en utilisant l'inégalité triangulaire, il est clair que la valeur absolue de la somme est inférieure à la somme des valeurs absolues. Donc, on aura la valeur absolue de ce terme-là, plus la valeur absolue de ce terme-là. Donc, inférieur ou égal. La valeur absolue de ce terme-là, puisque vous avez la somme de l'intégrale, on va de nouveau appliquer donc l'inégalité triangulaire. Alors, on aura là, inférieur ou égal, la somme de l'intégrale de la valeur absolue de tout ceci. Or, le cosinus est inférieur à 1. Donc, on peut mettre directement la valeur absolue de f de x moins f de xi k. Plus 1 pour le deuxième terme. De même, on va mettre la valeur absolue ici et la valeur absolue de ici. Donc maintenant, à ce niveau-là, on ne va pas mettre la valeur absolue à l'intérieur. On va laisser la valeur absolue directement à l'extérieur de l'intégrale qui porte le cosinus. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, notre objectif, si vous voulez, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque que,
étant donné la deuxième propriété de tout à l'heure, n'est-ce pas, on peut envisager que la partition de cet intervalle-là soit suffisamment raffinée, c'est-à-dire que xik plus 1 soit rapproché suffisamment, c'est-à-dire inférieur à un certain delta. Il existe un certain delta, c'est un ordre de petitesse, en deçà duquel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette distance-là qui va être inférieure à n'importe quel epsilon 0. Inférieur aussi petit soit-il. En particulier, le epsilon qui est ici. Alors on va prendre un epsilon qui va valoir epsilon sur 2 fois bêta moins alpha. Bêta moins alpha, c'est une constante. Donc on a le droit de prendre ce terme-là. On verra bien pourquoi ce choix-là. L'essentiel, c'est que epsilon est supérieur à 0 et il peut être aussi petit soit-il. C'est-à-dire il peut être très très petit. N'est-ce pas? Donc à mesure que xk plus 1 se rapproche, c'est-à-dire à mesure que delta soit tend vers 0. D'autre part, pour le deuxième terme, qu'est-ce que nous avons? Il est clair que ce terme-là, la valeur absolue de f de xk est inférieure à 1 en vertu de la première propriété. N'est-ce pas? Donc là, nous avons inférieur à 1. Donc ce terme, on va le borner par 1. Maintenant, de ce côté-là, on peut calculer naturellement cette intégrale. On aura 1 sur lambda, sinus et sinus. Sinus et sinus, ça va nous donner 2. C'est inférieur à 2. Donc 2 sur lambda. Lambda qui est positif. Pourquoi? Parce que lambda va tendre vers l'infini. Donc lambda est positif. Donc par conséquent, qu'est-ce que nous avons? Ici, vous avez epsilon sur 2 bêta moins alpha qui ne dépend pas de x. Donc par conséquent, il peut sortir de l'intégrale et de la somme. Et tout ceci, ça va nous donner alpha, bêta moins alpha. Donc la somme des intégrales de xk jusqu'à xk plus 1, ça va nous donner xk plus 1 moins xk. Parce que ce terme-là, désormais, il est constant. Or, si vous voulez sommer, vous aurez directement le dernier point, moins le premier point, c'est-à-dire bêta moins alpha. Bêta moins alpha va se simplifier avec bêta moins alpha qui est ici, si bien qu'à la fin, on aura epsilon sur 2. Voilà donc pourquoi nous avons choisi ceci. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on aura? Ici, nous avons 2 sur lambda, et là, nous avons m. Lorsqu'on somme de 0 jusqu'à 1 moins 1, on aura 1. Donc, nous avons 2 fois m fois petit m sur lambda. Rappelez-vous maintenant que m, le nombre de points de notre partition, est fini. Donc, ce m-là, il est fini. Maintenant, et le m également, il est fini. N'est-ce pas? Donc, c'est une barre qui est finie. Maintenant, notre objectif est de faire tendre lambda vers l'infini. N'est-ce pas? C'est le lemme de l'évêque. Le lemme de l'évêque nous dit que l'intégrale va tendre vers 0 à mesure que lambda tend vers l'infini. Il est clair que cette fonction-là, elle est décroissante. N'est-ce pas? 1 sur lambda, elle est décroissante, elle va tendre vers 0. Par conséquent, on peut envisager l'existence d'un certain ordre de grandeur, A, grand A, à partir duquel tout ce terme-là, qui va devenir inférieur à epsilon sur 2 pour n'importe quel epsilon supérieur à 0, en particulier le epsilon de tout à l'heure. En particulier le epsilon de tout à l'heure. Si bien que là, on aura epsilon sur 2, et là de même, on aura epsilon sur 2. Vous voyez donc comment on fait nos choix. Donc par conséquent, pour n'importe quel epsilon positif, il existe toujours un certain ordre A de grandeur, à partir duquel, c'est-à-dire si lambda est supérieur à grand A, vous avez ce terme-là, la valeur absolue de ceci, qui va être inférieur à n'importe quel epsilon positif. Ceci, naturellement, c'est la définition de quoi? Donc, je vais effacer de ce côté-là. Alors, ceci, c'est la définition directe de la limite suivante, c'est-à-dire celle que nous sommes en train d'établir. Ceci est équivalent à dire que la limite de l'intégrale de alpha à bêta de f de t ou f de x de cosinus de lambda x dx plus donc x ici est égal à 0 lorsque lambda tend vers l'infini. Bien entendu, la même démonstration elle est identique pour le cas de sinus. N'est-ce pas? Donc voilà comment on fait pour démontrer donc le lemme de Lebesgue. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de remarquer? Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Qu'est-ce qui nous a donné finalement ce résultat? Quelle est la propriété, autrement dit, de f qui a fait que nous avons obtenu ce résultat, cette démonstration? Remarquons que ce sont ces deux propriétés-là. N'est-ce pas?
Premièrement, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, c'est le fait que la fonction f, le fait qu'on a pu borner la fonction f, c'est-à-dire la fonction f, elle n'a pas des branches infinies, on te demande ici étoile. S'il y avait donc des branches infinies, c'est-à-dire des points de discontinuité qui ne sont pas de première espèce, on n'aurait pas pu trouver ce m-là, n'est-ce pas? Par conséquent, le terme-là, il aurait été difficile de le borner. Voilà, donc finalement, c'est le fait que notre fonction est de classe C étoile, donc continue par morceau, qui a garanti finalement, n'est-ce pas, qui a garanti l'encadrement de cette intégrale par epsilon positif, aussi petit soit-il. C'est-à-dire ce résultat, n'est-ce pas? Donc finalement, c'est le fait que notre fonction est continue par morceau. Conséquence, c'est quoi la conséquence? On peut tirer tout de suite. Conséquence, eh bien, alors on va noter ceci. Donc c'est la continuité par morceau de f qui va garantir n'est-ce pas, la CNC. La CNC de la série de Fourier. N'est-ce pas? Voilà. Voilà donc maintenant pour la convergence de la série de Fourier, on ne sait pas encore quelles sont les conditions, n'est-ce pas? Néanmoins, la condition nécessaire de convergence, elle est garantie donc par la continuité par morceau de notre fonction sur l'intervalle moins pi, n'est-ce pas? Parce que pour l'instant, c'est l'intervalle que nous avons, c'est l'intervalle sur lequel sont définis donc les coefficients n et b